Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Madeleine Mervan-Roux. Marie-Madeleine Mervan-Roux est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire ARIAS, qui est l'atelier de recherche sur l'intermédialité dans les arts du spectacle. Elle est également chargée de cours de séminaires à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle a publié quantité d'ouvrages sur le théâtre, l'Assise du théâtre notamment, un livre sur Claude Régis. Elle a publié un livre sur le théâtre amateur, approches historiques et anthropologiques. Elle a dirigé 3 publications collectives sur le son du théâtre, qui sont 3 numéros de la revue Théâtre Public. Et j'ai le plaisir et l'honneur de l'accueillir pour ce séminaire où elle va nous parler de théâtre, un lieu où l'on entend, vers une histoire acoustique de la scène moderne, 19e, 21e siècle. Merci beaucoup. Je souhaite, avant de commencer mon exposé, remercier Carole Beffa de m'avoir invitée et souligner le caractère généreux, ouvert de cette invitation. Je connais très mal le domaine de la musique. Je ne suis pas spécialiste de la musique au théâtre. C'est donc bien le théâtre lui-même et les études théâtrales en tant que telles qu'il a voulu accueillir à travers moi dans son séminaire. Cette invitation a été l'occasion de repenser d'une façon nouvelle, dans la perspective de cet échange, quelques éléments d'une recherche issue du travail collectif sur le son du théâtre. Il s'agit du théâtre occidental, mené depuis 5 ans au CNRS. Un programme engageant 2 équipes, une équipe réunie autour de mon laboratoire, ARIAS, présenté par Carole Beffa, et une équipe du CRI, Centre de recherche sur l'intermédialité de Montréal. Je parlerai donc peu de musique, mais en m'attachant à décrire le théâtre comme un espace acoustique, j'espère ouvrir avec Carole Beffa un dialogue qui restera aujourd'hui nécessairement très bref sur ce que devient la musique. Il y a de la musique au théâtre, là où l'écoute des spectateurs n'est pas une écoute musicale, où l'attention est multiforme, variable, multisensorielle. Mon intervention, qui ne traitera qu'un aspect très limité de la grande perspective indiquée par mon titre, s'organisera de la façon suivante. Je partirai du constat qui a fondé la recherche que je viens d'évoquer. Il est simple. La dimension auditive et sonore du théâtre n'a pas été prise en compte, en tant que telle, par les études théâtrales. Cette discipline est récente, elle s'est constituée en France dans les années 1960. Selon une lecture peu discutée de son étymologie, le théâtre a été appréhendé comme lieu où l'on regarde. J'évoquerai ensuite une des explications, il en existe plusieurs, à cette survalorisation de la vision par la théorie théâtrale. L'identification de l'art du théâtre comme art, à la mise en scène. Donc la date conventionnelle de l'invention, entre guillemets, de la mise en scène est 1887, lorsqu'André Antoine a créé le théâtre libre, associée à une conception fondamentalement scénographique et plastique de la mise en scène, c'est-à-dire une définition de la modernité scénique en termes visuels. Arrivant alors au cœur de mon sujet, je formulerai une hypothèse concernant ce qui serait une autre modernité acoustique, celle-là, du théâtre français et européen, une modernité dont la genèse serait contemporaine de l'autre et ne concernerait pas une branche particulière, plus orale par exemple, de la création scénique. Peut-être même trouve-t-elle ses formes les plus marquantes dans les types de spectacles qui passent pour être les plus visuels, par exemple ce qu'on a appelé le théâtre d'image. Sur les 3 exemples que j'ai choisi de vous faire entendre, 2 sont ordinairement inscrits dans cette catégorie. Je reviens donc rapidement sur le constat initial, l'oubli du sonore par les études théâtrales, qui pourrait étonner parmi vous les amateurs de théâtre, car il nous a étonnés nous-mêmes quand nous avons pris conscience de nos propres pratiques. Cet oubli est en effet difficile à croire.
alors que la scène occidentale s'est organisée autour d'un texte vocalisé, accompagné de musique, chantée ou instrumentale, que l'acoustique y a été prise en compte et que le modèle grec joue un grand rôle dans notre théorie, il n'existe quasiment pas de travaux sur le théâtre comme lieu d'écoute, à l'exception pour la France des textes de Daniel Dehaye. Des études dispersées, bien sûr, sur la voix, la musique, des manuels techniques, beaucoup, mais c'est tout. Alors qu'il existe des ouvrages sur l'histoire de l'acoustique, des salles de concert et des lieux de musique, ces ouvrages ne trouvent pas leur pendant pour le théâtre. Par contraste, nombreux sont les ouvrages sur les dimensions visibles de la création scénique, espace, scénographie, lumière, et sur les rapports de la scène aux arts visuels, à la peinture, au cinéma. C'est que l'attention auditive a été jugée peu intéressante, renvoyée au passé désuet de l'histoire de la scène. L'histoire officielle raconte comment un théâtre, je cite une excellente synthèse, la mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, donc comment un théâtre plutôt fondé sur l'écoute a laissé place à un théâtre, je cite à nouveau, où la part visuelle acquiert de plus en plus d'importance. Ce basculement d'un sens à l'autre se serait amplifié et radicalisé avec les générations suivantes, suscitant en réaction un théâtre du corps et de la présence, peu étudié, lui aussi, dans sa dimension sonore historique. Pardonnez-moi. D'où ce récit tient-il sa force? D'abord de l'hégémonie générale de la vision dans la modernité, pour reprendre à peu près exactement le titre de l'ouvrage de David Levin, du désir légitime d'arracher le théâtre aux approches littéraires. Jacques Nichet, ici même, a consacré son cours en 2010 aux diverses formes qui ont participé à la recherche, je le cite, d'un langage purement scénique. Mais dans le champ théorique, ce désir a engendré un schéma binaire, le texte et la scène, dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Ce récit repose aussi sur l'inscription objective de l'art du théâtre naissant dans la passion du voir. C'est le thème développé par Roberto Calasso dans La Folie Baudelaire. La passion, telle qu'elle était en train de se redéfinir, avec la photographie, les panoramas, les projections lumineuses, et puis le cinéma, pensé comme le concurrent, le double fascinant de la scène contemporaine. Un cinéma dont on a aussi oublié la dimension sonore. Ces spécialistes, dont Martin Barnier, ont été plus rapides que nous pour réagir. Je me propose donc d'esquisser un tout autre récit. À propos de ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, je parlerai non pas d'un passage d'un théâtre de l'écoute à un théâtre du voir, mais d'une invention de l'écoute moderne comme pratique sensorielle autonome et de la réorganisation profonde de l'ensemble acoustique permanent du théâtre occidental, comportant 4 éléments de base, la voix, le bruit, la musique, le silence, dont 2 au moins, le bruit et le silence, sont structurellement communs à la scène et à la salle. Cette réorganisation s'amorce dans 3 lieux en même temps. D'abord dans le champ de l'acoustique, c'est-à-dire la science du son, incluant sa production, sa transmission et ses effets. Dans le champ de la poésie et de la littérature et de l'écriture dramatique. Enfin, dans le champ aussi de la mise en scène, que ce phénomène n'ait pas été décrit ne signifie pas qu'il n'existait pas. Dans 3 histoires presque autonomes, qui ont chacune leur chronologie propre, l'ensemble n'est pas linéaire. Au XIXe siècle, explique Jonathan Stern, dans Le passé audible, du fait des recherches et des expériences sur l'oreille et sur le son, du fait du développement des écoutes techniques, comme celle des médecins, je cite Stern, l'audition se sépare des autres sens.
Elle est ainsi intensifiée et pensée en tant que telle. Je le cite encore, « Le son est construit comme un objet par la physique, l'acoustique et la physiologie. Le son, tout son confondu. La voix et la musique perdent leurs privilèges. » Quels sont alors les grands changements dans la pensée, dans la pratique et dans l'expérience théâtrale? D'abord, le brouillage de la séparation jusque-là assez claire dans le travail théâtral entre les catégories traditionnelles, la voix, parler, le bruit, le bruitage, la musique. Même si musique et voix entretiennent des relations séculaires, comme on sait. Deuxièmement, le brouillage de la séparation entre le lieu du jeu et le lieu de l'écoute par la mise en évidence objective, scientifique, de leur unité acoustique. Je souhaite montrer que cette définition donc, de la fin du XIXe siècle, début du XXe, de l'espace et des matériaux du théâtre fonde encore aujourd'hui les créations scéniques, ce que révèle l'écoute des documents audio au-delà de la séparation entre théâtre du verbe et théâtre de l'image. Et aussi, ce qui sera ma dernière proposition, que partout au théâtre, lorsqu'il y a vraiment théâtre, il y a du vocal dans l'air. Revenons donc aux dernières décennies du XIXe siècle et à nos trois lieux de remuement acoustique. Je commence par les poètes, parce qu'ils formulent les mouvements de fond qui se traduiront aussi, parfois, dans des inventions scientifiques et technologiques. Un petit texte de Rilke, écrit en 1898, s'intitule, en français, « Notes sur la mélodie des choses ». C'est une suite de notes, de 40 notes. On y lit des échos de la naissance de la tragédie, paru, je vous le rappelle, en 1872. La note 16 introduit la notion générale de mélodie des choses, que Rilke appelle aussi mélodie de l'arrière-fond, ou encore atmosphère, en allemand Stimmung, qui joue avec Stimme, la voix. Je cite Rilke. « Que ce soit le chant d'une lampe ou bien la voix de la tempête, toujours veille, derrière toi, une ample mélodie tissée de 1000 voix, dans laquelle ton solo n'a sa place que de temps à autre. Savoir à quel moment c'est à toi d'attaquer, il souligne cela, voilà le secret de ta solitude. » Note 20, il décrit un groupe en deuil. Sur eux, bruit comme une forêt. À partir de la note 25, Rilke parle concrètement de théâtre. Je cite la note. « Cet ample chœur de l'arrière-fond ne peut, sur scène, pour le moment, se faire comprendre par les mêmes moyens. Renforcer techniquement tel bruit, tel éclairage produit un effet ridicule. Parce que de 1000 voix, on en monte une seule en épingle, si bien que toute l'action reste suspendue à cet unique arrête. Ce qui apparaît est bien un nouvel imaginaire acoustique scénique, prêtant voix au bruit, à la musique et au silence, proche de celui qu'on trouve à la même époque chez Maeterlinck, auteur dramatique. Mélissa Van Drie a étudié dans sa thèse le nombre et la précision des bruits chez cet auteur, Cris d'oiseaux par exemple, dans Les Aveugles en 1890 ou dans L'Intruse en 1891, l'amplification des sons, l'élaboration d'un nouveau silence qui permet d'entendre le moindre froissement. Elle établit un lien avec les nouvelles conceptions du son et l'invention d'appareils permettant de faire entendre, par exemple le théâtrophone, donc le téléphone, des sons dont on ne voit pas la source, acousmatique. C'est à l'acoustique générale que nous allons nous intéresser. De la fin du XIXe à aujourd'hui, sous ses différentes formes, acoustique physique, vocale, auditive et surtout architecturale, elle a entretenu des liens avec le théâtre. Il s'agit d'abord de faire pour le théâtre ce que Giusy Pisano a fait pour le cinéma dans son ouvrage « Une archéologie du cinéma sonore », c'est-à-dire faire une archéologie de la scène sonore moderne, et de suivre cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Pour la période initiale, retenons de l'acoustique mécanique l'étude des principaux corps sonores,
résonateurs, dont la voix humaine. On discute pour savoir si elle est un instrument à vent ou un instrument à cordes. Retenons de l'acoustique vocale, incluant la phonétique, cette proposition. La parole étant un son, doit être également soumise aux lois des sons. Elle est visualisée. Parmi les techniques disponibles, la chronophotographie des lèvres parlantes. Dans le champ de l'acoustique des salles, le nom le plus important est celui de l'américain Sabine, 1868-1919, très vite lu et étudié en France. Les travaux récents de notre collègue Victoria Tkachik soulignent que Sabine confirme expérimentalement une proposition qui date de la fin du XVIIIe siècle, selon laquelle ce n'est pas seulement de la structure primaire d'une salle, sa taille et sa forme, mais aussi de la structure secondaire, les matériaux utilisés pour construire et recouvrir les surfaces intérieures, que dépend l'acoustique de cette salle. Dans cette perspective, Sabine calcule l'importance objective de l'auditeur et du public, qui couvre certaines surfaces de matériaux absorbants, surtout en hiver. Les acteurs de l'événement comptent, et pas seulement l'architecture du bâtiment, et ils comptent différemment selon la place qu'ils occupent. C'est une représentation radicalement nouvelle du théâtre comme lieu de propagation des sons. Enfin, le changement se manifeste dans quelques mises en scène. Un des meilleurs exemples, les symbolistes, bien sûr, mais on le sait, mais un exemple est la mise en scène de Lyre par Antoine en 1904. Antoine a organisé un arrière-fond sonore étroitement mêlé aux voix. Les voix, les vraies voix, sont travaillées comme un tout insolite, et le fameux orage de Lyre est tellement bruyant qu'il couvre le texte, ce sont les critiques qui le disent. Pour résumer, la modernité acoustique se caractérise par les traits suivants. L'écoute devient une pratique spécifique, technique, dont on fait l'apprentissage, objet d'une nouvelle culture. La voix parlée, centrale dans toutes les expérimentations. Pour Sabine, l'amphithéâtre universitaire est un modèle plus proche de la salle de théâtre que la salle de concert. La voix parlée, donc, est rapprochée du bruit. Les spectateurs, résonnants et absorbants, interviennent directement dans l'événement acoustique qu'est toute représentation théâtrale. Je vous propose maintenant de nous déplacer dans le temps, à la fin du XXe siècle, dans ce que Giovanni Lista appelle dans son grand ouvrage la scène moderne, modernité qu'il fait commencer lui aux années 1950, et sa modernité à lui est encore plus visuelle que la première. Je me limiterai à 3 notations concernant cette période et l'élaboration des espaces acoustiques et des matériaux sonores du théâtre. Premièrement, le rôle de la radio et ses paysages mentaux. L'ethnologue suisse-allemand Eberle, pour qui le Hörspiel, donc pièce sonore ou jeu que l'on entend, est un Urtheater, un théâtre primitif, originel, fait d'imitation de bruit, la plupart du temps. Donc un Urtheater au même titre que le Schauspiel, le spectacle. Eberle donc écrit dans les années 50 que la radio réinvente le Hörspiel et il prévoit que cette forme revivra en dehors d'elle. Deuxièmement, le rôle double du cinéma. La salle est d'abord un antimodèle lorsqu'il s'agit de faire disparaître l'unité acoustique du lieu théâtral. Pour Sonrel, architecte français dans les années 50, le spectateur doit, je le cite, avoir le sentiment de la présence de ses semblables. Mais le film, lui, est inspirant lorsqu'il s'agit de pousser le deuxième trait de l'acoustique moderne, l'appréhension globale des divers sons comme sons, jusqu'à la réalisation d'une trame sonore unique. Usage du magnétophone, création de bandes-son
et installation dans les salles de théâtre d'équipements en conséquence. Le processus se poursuivra avec la sonorisation des salles, jusqu'aux acoustiques modulables selon le spectacle, et aujourd'hui, la réalisation d'univers sonores, en fait d'acoustiques totalement artificielles. Dernière remarque qui sera elliptique, le rôle de la musique, dont je ne m'autorisais pas à parler, mais en fait, Carole Beffa, dans son exposé, a fait quasiment le tour de ses influences. Cependant, et c'est ma proposition, d'une génération technologique à une autre, le théâtre semble maintenir et retravailler la double porosité dont j'ai parlé, celle qui concerne les différents sons du théâtre entre eux, voix, bruit, musique, silence, et celle qui fait, donc de la scène entre eux, et celle qui fait du lieu théâtral, aire de jeu comprise, un lieu d'écoute unique, les silences et les bruits. Le théâtre croise constamment ces deux phénomènes et il les fait jouer dramatiquement, en fait. Mon premier exemple appartient aux années 1970. C'est la mise en scène de La Dispute de Marivaux par Patrice Chéreau en 1973, au Théâtre de la Musique à Paris, aujourd'hui la Gaîté Lyrique. Voici le bref résumé de la pièce proposée par Chéreau dans le programme. En plein cœur du XVIIIe siècle, un couple de souverains éclairés, princes d'un état idéal, tente, pour clore une dispute anodine, de remonter aux sources du comportement amoureux. Il se donne alors le spectacle d'une expérience menée avec 4 sujets des deux sexes, séquestrés à cette seule fin, depuis leur plus jeune âge, et élevés dans l'isolement le plus complet par des serviteurs noirs. À sa création, le spectacle suscite 2 grandes réactions, parfois chez les mêmes critiques. D'abord, les critiques l'inscrivent dans le théâtre d'images et évoquent des traces du Regard du sourd de Bob Wilson, qui avait été présenté 3 ans auparavant au même endroit, dans le même théâtre. On répète la boutade de Roger Blin à propos du spectacle précédent de Chéreau, c'était Massacre à Paris en 1972, le regard du sourd n'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle. Frédéric Morin, donc spécialiste de Bob Wilson, a rappelé que le dit théâtre d'images avait été associé, illégitimement selon lui, à un discrédit jeté sur le verbe. Les critiques, et parfois les mêmes, dont Bernard Dort, qui parlera assez vite du piège des images, reproche à Chéreau d'avoir désarticulé le langage. Le langage, écrit Dort, était absent de ce spectacle. Il s'en plaint. Entre la référence aux images et la référence au texte, le sonore avait disparu. Le son était d'André Céré. C'était sa première grande collaboration avec Patrice Chéreau. L'écoute, aujourd'hui, de l'enregistrement audio seul d'une représentation, complétée par l'écoute de la bande-son du spectacle, document conservé par la Bibliothèque nationale de France, m'a rappelé le tressage de bruit, de voix et de musique que j'avais totalement oublié. Des cris humains et animaux, des stridences de grillons, beaucoup d'oiseaux, des paroles bruitées par le jazz. Les 2 serviteurs étaient joués par des chanteurs noirs américains. On a beaucoup admiré le décor sonore, je cite le terme utilisé, dont les éléments, explique Odette Aslan dans le volume des voix de la création théâtrale dédié à Patrice Chéreau, étaient mixés et diffusés chaque soir en direct par des manipulateurs à travers une dizaine de haut-parleurs. L'audition de l'archive fait comprendre qu'il ne s'agissait pas exactement d'un décor, plutôt du paysage commun dont parle Rilke, ici dramatisé. Sur le plateau, la forêt, avec les silences habités, c'était son mot, que André Céré dit avoir inventé avec Patrice Chéreau pour l'occasion.
donc habité de grenouilles, d'oiseaux, de grillons, de chiens, etc. De l'autre, la musique, succédant au vent, dans un autre paysage virtuellement et curieusement situé entre scène et salle. Je cite Chéreau, la fosse d'orchestre, il y avait une fosse d'orchestre, cette crevasse grinçante des instruments qui s'accordent, qui profèrent des oracles, et d'où sortiront des sons, des concerts et des vapeurs sulfureuses, les fameuses fumées de Chéreau. Dans l'extrait de 2 minutes 40 que nous allons maintenant écouter, correspondant à la fin du prologue composé de textes de Marivaux par François Regnault, au moment où le prince et Hermiane franchissent la fosse vide sur une planche étroite pour rejoindre le plateau, les mots, vous allez voir si j'ose dire, ne sont parfois plus audibles. L'ode funèbre maçonnique de Mozart, qui avait été entièrement diffusée avant le prologue, avant toute action, à ce moment-là, les couvre parfois. Alors, volontairement, j'ai choisi 3 enregistrements de représentation, qui ont donc un son pas propre. On entend le bruit de la salle, mais c'était ce que je souhaitais. Les voix que vous allez entendre sont celles de Norma Bengel, une actrice brésilienne, et celles de Roland Bertin. Je vais mettre un peu moins fort. Je vais peut-être devoir régler, plus il y a des stridences, on en a parlé, des bruits stridents. Est-ce que c'est normal qu'on n'entende rien ? Est-ce que c'est assez fort ?
inscrite dans une trame sonore inspirée, Patrice Chéreau l'a dit, par les bandes-sons du cinéma et qui peut évoquer aux spectateurs contemporains les sons du théâtre du radeau, la musique agit aussi comme son assourdissant réel dans l'espace de la salle. Elle agit sur les actrices, elle les fragilise, contribuant à la force de ce spectacle qui ramassait dans sa forme visible, les décors étaient de Richard Peduzzi, mais aussi peut-être surtout dans sa forme audible, la vive dispute contemporaine de la création sur la parole, le langage, ses limites et les pouvoirs du non-verbal. Le deuxième exemple est la Bérénice, montée par Karl Michael Gruber en 1985 dans la salle Richelieu de la Comédie Française. On peut percevoir à quel point la pensée acoustique moderne du théâtre marque cette création qui a parfois été interprétée comme un retour à la fois mélancolique et inspiré du metteur en scène à l'ancien théâtre d'écoute, celui qui aurait donc précédé l'ère de la mise en scène. Si la salle Richelieu peut évoquer les salles de cette époque, la conception du milieu résonnant, qui est celle de Gruber lorsqu'il monte Bérénice, relève bien de la modernité. Comme dans les notes de Rilke, la voix, qui n'est exactement ni parlée ni chantée, c'est la fonction de l'alexandrin dans le théâtre français, qui est murmurée, se détache à peine du silence qui, pour le metteur en scène, devrait être de la même matière qu'elle. Gruber, ce sont des notes de répétition, veut quelque chose de chuchotant. Et il dit le vers, extrême élégance pour éviter le silence. Mais le silence, qui ne peut pas toujours être évité, au théâtre, ne peut réellement exister que si le public se tient silencieux. Nous allons écouter 2 minutes 13 de cette Bérénice. Donc c'est un enregistrement du commerce, comme on dit. J'arrêterai juste avant la réponse de Ludmila Michael. Donc dites-vous que juste après la coupure, quelqu'un parle. Mais je ne la ferai pas écouter. Il ne faut point ici vous attendre tous deux. Un trouble assez cruel, agite et me dévore, sans que des pleurs si chères ne déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait bon de voir reconnaître la foi. Il en est temps. Forcez notre amour à se taire. Et demain, que la gloire de la raison éclaire, contemplez mon devoir en toute sa rigueur. Vous-même, contre vos fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir les pleurs qui m'échappent sans cesse.
Pardon. Vous aurez eu les premières secondes de Ludmilla Michael. Stéphane Braunschweig, qui a écrit sur ce spectacle, parle, alors je le cite, des gens qui toussaient sans discontinuer. Il parle de la bande-son des toux. Il y avait, dit-il, une tragédie de l'écoute, donc citant l'œuvre musicale. Et il ajoute, ce qui était formidable, mais aussi douloureux, c'était cette absence de coupure avec le plateau. On se sentait de la même chair que les acteurs, mais aussi de la même chair que ceux qui toussaient sans pudeur. Mon troisième exemple, qui illustre l'ère numérique, est le son de Paradiso, dernière composante de la trilogie inspirée de Dante, avec Inferno et Purgatorio, créée par Romeo Castellucci en 2008 à Avignon. Le son est dû à Scott Gibbons, compositeur de musique électroacoustique, avec qui Castellucci travaille depuis plus de 10 ans. Durant moins de 5 minutes, ce qui n'était ni un spectacle, ni une installation, quoique le mot officiel soit installation, ce qui était appelé, je crois, une image à Avignon, proposait à un public restreint à 5 ou 6 spectateurs une expérience très simple que beaucoup disent inoubliable. Nous entrons dans une quasi-obscurité et devons nous pencher, ou bien nous accroupir, ou bien nous agenouiller, et tout ça a quelque chose d'enfantin, pour voir ensemble, à 5 ou 6, par un grand oculus, l'intérieur de l'église désaffectée, vide de part en part, et dont le sol est recouvert par une pellicule d'eau miroitante. En haut de la nef, très loin, un piano à queue vieillie ou brûlée, d'où suinte une sorte de pluie. On le distingue mal, on regarde l'ensemble de l'espace, les miroitements de la lumière, l'absence de toute trace de vie. Un son continu, dont vous entendrez exactement 1 minute, vient d'on ne sait où. De temps en temps, le drap lourd d'un grand drapeau noir surgit en claquant violemment devant l'oculus, comme un battement d'ailes, empêche de voir, disparaît à nouveau, il ne se passe rien d'autre. Donc nous allons entendre 1 minute sur les 4 minutes, un peu plus de 4 minutes, enregistrée par un spectateur, et la minute est prise un peu après le début. Un problème. On n'entend rien, je ne sais pas pourquoi. Je reviens en arrière. Je réessaye. J'étais inspirée à expliquer Scott Gibbons par l'idée que ce royaume devait être rempli du bruit des ailes et du langage incompréhensible des anges. Cela me faisait penser à l'invasion des sauterelles dans la Bible. Ce paradis est terrifiant. Pendant que je travaillais à la Divine Comédie, il y a eu aux États-Unis l'invasion de milliards de cigales. Dans mon quartier, il habite Chicago,
C'était d'une intensité incroyable, impossible d'avoir une conversation avec ce vacarme. Cela m'a rappelé cette idée du paradis. J'ai donc fait beaucoup d'enregistrements et j'ai sculpté les sons pour en faire la musique de Paradiso. Il y a aussi d'autres sources, comme le chauffard, un instrument de musique à vent, une corne de bélier, dont on dit qu'elle est l'instrument de l'Apocalypse. Et puis de la friture radio qui, explique-t-il, ressemble inexplicablement à des voix humaines. Et enfin, des décharges électriques. Plus de récits, donc, dans cet épisode, plus d'action, plus de paroles, plus de dialogue, plus de musique humaine, le piano est abandonné. La musicalisation des bruits a pour effet de créer un silence que l'on imagine habité par des voix. Paradiso peut être décrit comme un travail sur ce que Peter Sloterdijk appelle les enveloppes sonosphériques protectrices, les sphères que les hommes ont besoin d'élaborer pour vivre. Rien d'immersif, cependant, dans ce travail de Castellucci. Le spectateur n'entrera jamais dans la sphère. Le dispositif, écrit Éric Vautrin, insiste sur sa position de témoin. La sortie de l'espace acoustique commun fait ici partie de la stratégie dramaturgique. Nous pouvons, à propos de ces trois exemples, parler d'une triple confusion de la voix humaine avec le bruit, avec le silence, avec la musique, mais jamais d'une dilution ni d'une disparition de la vocalité. Au contraire, l'expérience est celle de d'en réentendre justement quelque chose. En conclusion, de rapides remarques. Seule une recherche historicisée sur la dimension acoustique, c'est-à-dire à la fois sonore et auditive du théâtre, peut permettre de comprendre l'histoire théâtrale de la voix, et celle du bruit aussi, qui, autant que la voix, semble caractériser cet art. Selon la philosophe Catherine Kinsler, c'est notre oreille, parce qu'elle est linguistique, qui nous permet d'entendre la musique, qui est désindicialisée et articulée. Au théâtre, cette même oreille entendra l'ensemble des articulations phoniques, plus ou moins musicales et plus ou moins verbales, même là où le jeu est totalement silencieux, ou bien, comme on le dit d'une façon significative, non verbale. Je vous remercie et je me tourne vers Carole Beffa, à qui s'adressait ma question initiale sur la musique utilisée par le théâtre. Qu'en reste-t-il ou que se passe-t-il avec cette musique ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Merci beaucoup, Marie-Madeleine Mervan-Roux. Sur la question de la musique au théâtre. Je suis spectateur occasionnel de théâtre. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles pas la seule, pour laquelle j'ose poser la question aussi. J'ai écrit moi-même quelques musiques de scène, assez peu à vrai dire, et il y a un certain temps, lorsque Florian Zeller a écrit sa première pièce de théâtre, qui était l'autre, je crois bien que c'était sa première, lorsqu'elle a été montée dans le cadre du festival Couperin, en 2004, l'organisateur du festival, le claveciniste Olivier Beaumont, nous avait demandé, 3 autres compositeurs et moi-même, d'écrire quelques intermèdes qui étaient liés à certains des portraits qui étaient livrés dans la pièce. Et à moi, c'était la Suicidaire qu'il a fallu écrire pour violon baroque ou violon seul. L'autre expérience, à peu près à la même époque, c'était à l'occasion de l'adaptation de la pièce de Béatrice Beck, Léo Morin prêtre, pardon, la pièce d'après le livre de Béatrice Beck, qui était mise en scène par Jean-Pierre Nortel à l'Espace Bernanos, une 50aine de représentations, et la musique écrite pour l'occasion avait été enregistrée sur un piano, avec un effet de distanciation, entre guillemets mal enregistré, enfin enregistré avec des moyens qui n'étaient pas
les meilleurs possibles, les plus sophistiqués possibles, pour donner l'illusion d'un décalage temporel et pour vieillir un peu le son. Comme spectateur, je dirais de la musique au théâtre qu'elle se trouve, je crois, dans une situation à peu près intermédiaire de celle de la musique au cinéma et de la musique tout court, de la musique au concert, on va dire. Pourquoi cela? S'agissant de la musique au cinéma, qui est un domaine exploré, mais assez peu exploré, probablement un peu plus, j'imagine, que celui de la musique au théâtre. Il y a des études importantes sur la musique au théâtre, sur quoi je ne suis pas compétente. Il en existe plusieurs. Oui. Ce que je veux dire, c'est que souvent, s'agissant de la musique au cinéma, le problème, c'est qu'on peut avoir affaire à des musicologues, on peut avoir affaire à des spécialistes d'études cinématographiques. Il est rare qu'on se trouve avec quelqu'un qui fasse des remarques assez techniques dans le domaine des études cinématographiques et techniques dans le domaine de la musique elle-même. Michel Chion, que j'ai longuement mentionné lors de cette première heure, fait partie de ces spécialistes, à mon avis. Ce qui se passe, je pense, c'est que très souvent, dans le cas de la musique au cinéma, elle est entendue sans être vraiment écoutée. C'est-à-dire que c'est une musique à laquelle on prête une attention soutenue si elle est mauvaise, auquel cas elle choque. Il est assez rare que le spectateur ordinaire il prête une attention assez soutenue parce que, en général, je pense qu'il est le plus souvent concentré, sinon sur l'intrigue, du moins sur l'image. Au théâtre, c'est un peu différent. D'abord, il n'est pas rare que la musique soit présente, et la seule présente, on va dire. C'est-à-dire qu'elle soit présente avec un rôle de liant, qui peut être lié des scènes, qui peut être là de temps en temps pour suggérer, dans ce cas-là, ça sera non pas un rôle de liant, mais plutôt en superposition, pour suggérer un contrepoint, ou elle peut être là pour accompagner. Il me semble qu'il est assez rare, en tout cas dans le... J'ai envie de parler de théâtre savant, comme s'il existait un théâtre savant et un théâtre populaire symétriquement. En fait, il existe une musique, ou qu'il existerait une musique populaire et une musique savante. Dans le théâtre savant, il est rare, me semble-t-il, que le théâtre, que la musique soit utilisée en redondance avec ce qui est dit. Il existe évidemment quantité d'exceptions à ce que je dis. Mais la tentative sera plutôt de faire en sorte que le texte dit, l'action suggérée, le climat simplement suggéré, soit détourné d'une certaine façon de ce qu'il serait en l'absence de musique. On a tendance à considérer que si la musique allait dans le même sens que le spectacle sans musique, alors elle serait tout bonnement inutile, parce que redondante. Ce qui ne va pas de soi, à vrai dire. On peut tout à fait se dire que ce n'est pas parce qu'une musique se refuse au contre-emploi, ce n'est pas parce qu'un compositeur refuse de composer une musique qui aille dans le sens d'un contre-emploi, ou parce qu'un metteur en scène refuse de prendre une musique qui irait radicalement dans le sens opposé à ce qu'il entend son musique, qu'elle est inutile. Alors là, c'est une expérience personnelle, mais qui remonte à très très loin, quand il m'est arrivé de faire du théâtre, pour une mise en scène de Jean-Louis Rodin, qui était Liberté à Brême. Je pense que ça doit remonter à 1982, quelque chose comme ça, qui a été longtemps donné en Tony, puis en tournée de concert. La musique était très importante. Hélène Vincent jouait le rôle de Guèche, le personnage principal dans cette très belle pièce, qui, on peut dire, l'histoire d'une femme qui tue tous ses proches, jusqu'à ses enfants, pour, bien, on va dire, reconquérir sa liberté. La plupart des comédiens étaient également musiciens. La plupart des musiciens comédiens, par exemple
Luc Schillinger, Michel Fleury, et Hélène Vincent elle-même chantait. Après avoir été à Auxy plusieurs fois, moi-même, je chantais dans un chœur avec un autre enfant et d'autres adultes en coulisses. Parce qu'il y avait quelque chose d'assez angélique avec l'effet de distance de ce chœur en coulisses et de la présence de voix d'enfants en plus des voix d'adultes. La musique, là, dans mon souvenir, je n'étais pas très vieux, pouvait servir de ponctuation dans cette macabre série d'assassinats, macabre et paradoxal parce que le spectateur, d'une façon ou d'une autre, ne pouvait que s'identifier avec le personnage joué par Hélène Vincent et trouver une justification, tant bien que mal, à ces meurtres en série. Alors la musique, qui faisait quelque chose comme « J'irai un jour là-bas, délivrer du mal », j'irai un jour là-bas, délivrer du mal. Toute douleur disparaîtra, je reposerai en harmonie. Harmonisé de façon assez simple, je crois, à deux voix, avec quelque chose, c'était une musique extrêmement tonale, la tonalité fonctionnelle pour l'essentiel, mais l'effet de dépaysement était créé par le fait qu'elle pouvait, dans son côté assez répétitif et lancinant, être ou ne pas être accompagnée par l'instrument, et que lorsqu'elle était confiée a cappella, encore une fois la présence de voix d'enfant et l'éloignement faisait qu'on n'apercevait pas comme quelque chose de direct et de frontal. C'est évidemment une très vaste question. J'ai tendance, moi-même, c'est probablement une déformation professionnelle, lorsque je vais au théâtre, à accorder évidemment beaucoup d'importance à la musique et peut-être, comme beaucoup de gens malheureusement, à n'entendre surtout à entendre surtout les musiques ratées et à ne pas faire attention, à faire moins attention aux musiques réussies parce que on a un peu le sentiment que la moindre des choses, c'est qu'elles soient effectivement réussies. Mais c'est heureusement une vision un peu réductrice des choses. Ma toute dernière expérience, je dirais, s'agissant de musique et de texte, dans ce cas-là, il ne s'agit pas vraiment de théâtre, c'est lorsqu'il m'est arrivé d'accompagner des lectures de textes faites à haute voix, dans des cadres très différents, souvent par des comédiens professionnels, mais pas seulement. Il y avait par exemple Anne Consigny, Christiane Coendi, Daniel Mesguich, ou par des auteurs eux-mêmes, Toni Morrison, par exemple, prix Nobel américain. Dans ce cas-là, le plus souvent en accord avec le lecteur, la musique ne déborde pas sur la lecture, même si c'est peut-être le cas, mais elle sert presque naturellement d'intermède. Soit qu'elle vienne illustrer, dans tous les sens du terme, ce qui vient d'être dit, soit qu'elle vienne ouvrir à ce qui va être dit, parce qu'en général, il s'agit d'extraits choisis. La musique a dans ce cas-là le plus souvent cette fonction de liant, qui va être d'assurer une transition la plus continue peut-être possible entre deux extraits qui sinon seraient considérés comme trop hétérogènes. C'est aussi une des fonctions qu'elle peut avoir, je pense, au théâtre, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. On s'arrête là. Avons-nous le temps d'une dernière question ? Évidemment, oui. J'en ai une. Vous nous avez fait part de votre mémoire d'acteur, donc, puisque vous avez joué et chanté enfant. La question que je me pose en ce moment est la question de la mémoire auditive du théâtre. J'avais vu La dispute de Patrice Chéreau. Quand j'ai écouté l'archive, je n'en revenais pas. J'avais totalement oublié ces sons, alors que bien sûr, ces images de Peduzzi, j'ai eu l'occasion de les revoir dans les photographies des livres de mon laboratoire ou d'autres. Donc il y a cela. Mais avez-vous une mémoire auditive de spectateur de théâtre et une mémoire musicale du théâtre? Ou oubliez-vous
ces musiques que vous avez entendues sans les avoir écoutées. D'ailleurs, mon exposé s'appelait non pas un lieu où l'on écoute, je pense qu'on écoute assez peu au théâtre, mais un lieu où l'on entend. C'est une très bonne question. C'est vrai que je pense que même pour un musicien, l'expérience du souvenir de ce qu'on peut avoir au théâtre, comme probablement au cinéma, est malgré tout liée à ce que l'on voit plus que ce que l'on entend. C'est-à-dire que très souvent, j'ai tendance à considérer, c'est d'ailleurs probablement l'effet pervers de ce que l'on appelle au cinéma, qui existe très marginalement, me semble-t-il, au théâtre, les BO, les bandes originales, c'est-à-dire de ce qui va être disponible ensuite, souvent dans le commerce, un enregistrement de ce qui a été entendu, c'est-à-dire qu'on se concentrera exclusivement sur la musique, il n'y aura plus de dialogue, plus de bandes, plus les bruitages, ce qu'on pourrait s'appeler les bruitages. Et mais quel va être l'effet? Je pense que c'est une bonne chose pour la musique pour le moment qu'il existe des bandes son, mais c'est un hommage assez paradoxal qui est rendu à la musique et aux musiciens, parce que la musique se trouve dissociée, dans ce cas, des images, au cinéma, des scènes, au théâtre, auxquelles elle devrait être immanquablement associée. J'ai fait écouter 1 minute donc, de Scott Gibbons, mais en fait, il refuse que ces musiques composées, par exemple, pour Castellucci, soient diffusées et commercialisées en dehors du spectacle, en dehors de cet ensemble multisensoriel construit pour être un tout, pour la raison que vous venez de dire. Et en effet, ce n'est pas forcément un hommage fait au son du théâtre de les en dissocier, mais par contre, dans la façon dont la mémoire a inscrit les images, le son a énormément compté. C'est certain. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.